Alors aujourd'hui, c'est le dernier cours de l'année. Voilà. Donc je vais vous parler d'économie de la science. Voilà. J'ai parlé beaucoup d'innovation, je vais parler de science aujourd'hui. En fait, si vous voulez, alors je vais vous donner une représentation évidemment hyper simplifiée des choses et évidemment forcément fausse d'une certaine manière, mais c'est quand même une manière de raisonner qui est utile. Tous les modèles économiques sont évidemment simplifient la réalité beaucoup trop, mais en même temps, ça vous aide à progresser dans l'analyse des données. Et après, vous complexifiez. Mais en gros, disons, je vais parler un petit peu je vais représenter le processus de recherche de manière linéaire, ce qui est tout de suite des gens qui vont se lever et dire mais c'est faux, on sait que ce n'est pas vrai, on sait que ça va dans tous les sens. Mais je vais supposer qu'en fait, il y a plusieurs stades dans la recherche et qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la recherche très fondamentale, le début d'une idée, et puis l'idée s'élabore, et puis elle arrive à un stade de commercialisation, là, disons. Ça, c'est vraiment une vision hyper simplifiée. Mais de dire, voilà, supposons déjà qu'avant, disons jusqu'à maintenant, il y avait l'idée j'innove, quoi. Je décide de faire de l'innovation, je fais de la recherche, et avec une certaine probabilité, j'innove et j'arrive à vendre mon innovation, d'accord? Mais maintenant, je vous demande de regarder ça un peu différemment, de dire, mais voilà, en fait, avant d'arriver au stade où on peut commercialiser, eh bien, il y a des stades antérieurs qui sont des stades un peu d'élaboration d'une idée, et qui sont donc un multistade. Hein, en anglais, on dit multistage. Donc, on dit qu'il y a plusieurs étapes. Hein. Voilà. Et donc, je vais essayer d'explorer un petit peu cette idée du multistage et d'explorer certaines implications de ça. D'accord? Et ça va me permettre de distinguer entre recherche fondamentale et recherche appliquée. D'accord? Et on va voir que les deux ne se financent pas de la même manière et ne se gouvernent pas de la même manière. Voilà. Et on va essayer de comprendre, du coup, le rôle des universités. Je terminerai en parlant un peu de politique de la recherche et politique de l'enseignement supérieur. Et voilà. Et donc là, ça arrive vers des choses plus concrètes à la fin du cours. Donc, je vais parler, je commence toujours avec un peu de théorie, et je vais parler de liberté académique et du rôle de la liberté académique dans le processus d'innovation. D'accord? Donc, je vais vous parler de ça. D'abord, c'est intéressant de voir qu'on peut se demander comment la recherche est financée, quoi. Et alors, vous voyez, en haut, j'ai qui finance, et en bas, c'est qui fait, qui effectue. Donc, on voit qu'aux États-Unis, eh bien, pour 32, le B, c'est pour milliard, hein, billion. Et en gros, le gros de la R&D, au total, c'est par l'industrie, financé par l'industrie. Vous voyez, ça, c'est le grand aux États-Unis. Mais il y a quand même le gouvernement qui finance en partie, donc mais le gouvernement finance aussi les industries. Vous voyez, donc là, le gouvernement finance pas seulement ce qui est fait par des institutions publiques, mais il finance également, vous voyez, il finance des industries et il finance des universités. Par exemple, en Californie, la plupart des bonnes universités, enfin, il y a Stanford, je dis des bêtises, mais par exemple Berkeley ou UCLA, etc., c'est des universités qui sont financées par l'État. Alors l'industrie, essentiellement l'industrie finance essentiellement elle-même, elle finance un petit peu les universités, vous voyez, et les universités se financent elles-mêmes, elles ne financent pas l'industrie et le gouvernement. Ça vous donne un peu une idée, hein, des ordres de grandeur. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, le gros c'est là, quoi. C'est par l'industrie, c'est financé par l'industrie, effectué par l'industrie. D'accord? Ça vous donne un peu une idée des ordres de grandeur. Hein. Et si vous regardez la recherche fondamentale, eh bien la recherche fondamentale, c'est intéressant parce que c'est essentiellement effectué par les universités, d'accord? C'est intéressant de voir qui effectue la recherche fondamentale. C'est essentiellement effectué par les universités et c'est financé en partie par les universités et en partie par le gouvernement. En gros, c'est ça. Donc, c'est intéressant de voir que la recherche fondamentale, c'est quand même essentiellement à l'université que ça se fait. Ça se fait un petit peu, dans l'industrie, hein, mais quand même le gros se fait dans l'université. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant.
Et on veut comprendre pourquoi. Et donc finalement, la question qu'on pose, c'est pourquoi voit-on plusieurs sources à la fois de financement et d'exécution de la recherche, vous voyez. Et donc c'est ça qu'on veut essayer de mieux comprendre. Et pourquoi la recherche fondamentale? Première question. Deuxième question que ces tableaux posent, c'est pourquoi la recherche fondamentale est-elle menée par est-elle essentiellement conduite dans des universités, alors que la recherche plus appliquée, et ce qu'on appelle le développement dans la recherche et développement, c'est davantage conduit au sein des entreprises, dans l'industrie, dans les entreprises commerciales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut comprendre. S'agit-il de formes organisationnelles? Est-ce que l'université versus l'industrie, c'est des formes organisationnelles concurrentes ou bien complémentaires? Pourquoi y a-t-il un financement industriel de la recherche universitaire? Et donc là, on veut essayer de comprendre ces questions. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment de clé pour les comprendre. Voilà. Alors j'ai essayé aussi là de développer un modèle avec deux co-auteurs, un Belge, De Watripon, et Stein, qui est un Américain. C'est assez marrant parce qu'ils sont tous les deux, enfin maintenant Stein est retourné à Harvard, mais ils ont été à un moment donné tous les deux banquiers centraux. Stein était le bras droit de Bernanke et De Watripon est le bras droit du gouverneur de la Banque de Belgique. Voilà. Mais voilà, on s'est beaucoup intéressé à ça. Donc c'est un papier qui s'appelle Academic Freedom and Private Sector Focus. Focus, c'est se concentrer, hein. Liberté universitaire et secteur privé. Alors donc je continue, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui peut différencier les deux. Alors évidemment, il y a un problème quand vous avez plusieurs stades. Mettons qu'au lieu d'avoir 4 stades de recherche, mais mettons qu'on en ait 2. Hein, mettons qu'il y ait un stade recherche fondamentale et recherche appliquée, ok? Voilà. Et mettons qu'on regarde d'abord s'il y avait deux étapes. Eh bien, il y a un problème, c'est que on peut se dire, le problème de la recherche fondamentale, c'est que, eh bien, elle risque d'être expropriée par le stade appliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Je commence à faire une étape, et vous la commercialisez, mais vous m'évacuez, quoi. D'accord? Et donc, voilà, et on est exproprié, quoi. Et ça, c'est un problème d'appropriabilité. Mais si ce n'était qu'un problème d'appropriabilité, le gouvernement pourrait, donc évidemment, à cause de ce problème d'appropriabilité, c'est une forme extrême de ce que j'appelais l'effet d'externalité technologique. C'est-à-dire que ce monsieur-là, ou cette personne qui fait la recherche fondamentale, peut ne pas internaliser pleinement les externalités positives qu'elle a sur le deuxième stade de la recherche. Et à cause de ça, il peut y avoir insuffisamment de la recherche fondamentale. À ce moment-là, si c'est juste ça le problème, l'appropriabilité, eh bien, il suffirait de subventionner la recherche fondamentale. Ça veut dire, on n'a pas besoin d'université. On dirait, voilà, vous voulez faire de la recherche fondamentale, je fais l'ANR, par exemple. Voilà, je crée l'ANR et ça suffit. Je n'ai pas besoin d'une gouvernance particulière. D'accord? Donc la question, c'est, si c'était juste l'appropriabilité, eh bien, il suffit de subventionner la recherche fondamentale. Vous créez l'ANR ou la NSF aux États-Unis ou le Conseil de recherche européen, la IRC à Bruxelles, et vous réglez le problème. D'accord? Maintenant, on peut dire, oui, il y a aussi une différence dans de système incitatif. C'est-à-dire que la recherche fondamentale n'obéit peut-être pas aux mêmes incitations que la recherche appliquée. La recherche appliquée, on veut quand même gagner de l'argent, et la recherche fondamentale, on poursuit d'autres buts également, la gloire, la curiosité scientifique, etc. Mais si c'était juste un problème d'incitation, je pourrais le régler directement en ayant des schémas incitatifs. Je n'ai pas besoin de créer une institution spécifique qui s'appelle l'université. D'accord? Donc j'essaie de pousser une approche un peu plus loin. On va voir que ça va compter. Là, ça vous paraît peut-être très abstrait ce que je raconte là, mais on va aller vers des données empiriques et vous allez voir que ça devient beaucoup plus concret. D'accord? Donc, alors l'alternative, c'est de dire, voilà, non, il y a des considérations de contrôle. Donc, ce n'est pas tant l'appropriabilité. Donc, il y avait une idée de l'appropriabilité, ok, il y avait l'idée des incitations. Et moi, l'idée que je veux mettre en avant, c'est l'idée du contrôle. Et là, on retourne à Oliver Hart. Vous voyez, notre ami Oliver Hart, là, qui a eu le prix Nobel cette année. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, eh bien, l'idée, c'est la suivante. C'est qu'en gros, eh bien, le chercheur fondamental, eh bien, il ne sait pas exactement ce qu'il cherche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important qu'il ait de la liberté. Voilà. Et en plus de lui donner de la liberté,
ça permet de le payer moins. Comme on ne sait pas trop où il va, on va pas voir. Et en gros, il est prêt à troquer la liberté pour un salaire moindre. Je peux vous dire que j'ai expérimenté ça parce que moi, en fait, j'ai été travailler à la Baird quand Attali avait créé la Baird. J'ai quitté, aux grandes dames de mes collègues, la vie académique, j'ai fait ça. Et je suis allé travailler à la Baird. Et je me suis dit au début, quand même, c'est sympa, on a un bon salaire, c'est vraiment bien. Et puis, je me suis rendu compte que, mais zut, il fallait sans arrêt écrire des mémos pour son patron, que je n'étais pas libre de faire ce que je voulais, que je ne pouvais pas m'exprimer comme je voulais parce qu'évidemment, tu représentes l'institution. Et finalement, je me suis dit, finalement, pour cette perte de liberté, ben dis donc, c'est cher payé. Enfin, c'est justement pas cher payé. Je devrais avoir un complément de salaire beaucoup plus élevé pour cette perte, ce renoncement à la liberté académique. Voilà. Et donc, si vous voulez, typiquement, c'est que quand vous êtes un chercheur, il y a l'idée de l'agenda scientifique. Et la question, c'est de savoir qui contrôle votre agenda. Qui vous dit sur quoi vous cherchez? Il y a une grande particularité du chercheur universitaire, c'est qu'il a le droit de faire de la recherche sur ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et tandis que quand vous travaillez pour une entreprise, quand même, on vient regarder un peu ce que vous faites. Alors, on peut vous laisser plus ou moins de liberté, mais on vous dit quand même un peu ce qu'il faut faire. Voilà. Et ça, c'est un élément important. Voilà. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà, quand on est à un stade préliminaire, qu'on ne sait pas trop où on va, c'est important de laisser la liberté. Et en plus, ça fait que, même si on ne sait pas trop où on va, la personne, on n'a pas besoin de la payer beaucoup. Et ça rend la chose rentable. D'accord ? Mais à mesure que la ligne de recherche se rapproche de la commercialisation, et on va voir ça de manière très, très concrète dans un moment, à mesure qu'on se rapproche de la commercialisation, ça devient important de s'assurer que la personne est concentrée sur ce qu'elle fait. Vous voyez, je veux dire qu'elle ne va pas partir dans le décor, qu'elle ne va pas se mettre tout d'un coup à faire de la recherche sur la vie des insectes. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'elle va vraiment... et donc, mais on est obligé de la payer davantage. Et en même temps aussi, il y aura moins d'ouverture. C'est-à-dire quand on est académique, ça je reviendrai là-dessus, il n'y a pas seulement la liberté, mais il y a la openness. C'est-à-dire que vraiment une des caractéristiques, mais moi je vais beaucoup parler de freedom, academic freedom, mais également, il y a également openness. C'est-à-dire qu'une chose, une caractéristique quand vous êtes chercheur à l'université, vous avez la liberté et vous avez le droit de parler à qui vous voulez. On ne vous empêche pas de parler. Voyez ? Quand vous êtes dans une entreprise, il faut faire très attention à qui vous parlez et à qui vous ne parlez pas, parce que vous trahissez des secrets. Voyez ? C'est presque comme être président de la République. Enfin, pas de nos jours. Maintenant, on peut être open et dire tout ce qu'on veut. Mais avant, disons, voilà. Mais donc, pas une mauvaise blague. Je suis filmé, c'est ça le problème. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a déjà, vous sentez bien qu'il y a cette idée que quand la recherche est un processus à plusieurs étapes, en anglais multistage, eh bien, le milieu académique, l'université a peut-être un avantage comparatif dans les premiers stades de recherche, tandis que l'entreprise, le secteur privé, a peut-être un avantage comparatif dans les stades ultérieurs, où c'est important, disons, de se focaliser. Voilà. Donc c'est cette idée-là qu'on va pousser. Mais vous voyez, c'est l'idée des droits de contrôle. Donc il y a l'idée qu'on alloue les droits de contrôle sur ce que le chercheur fait. Et dans les stades à l'université, c'est le chercheur qui contrôle son propre agenda, alors que plus tard, de moins en moins, c'est d'autres qui contrôlent pour lui, vous voyez, ou qui en tout cas le soumettent à certaines contraintes. Voilà. Et c'est cette théorie du contrôle qu'on va pousser. On va voir qu'elle va vous donner des prédictions empiriques très intéressantes. Voilà. Donc j'espère que vous êtes encore là présent, je ne vous ai pas perdu là. C'est important que je ne vous perde pas. Hein. Alors, donc je vais simplifier au maximum les différences entre milieu universitaire et secteur privé, d'accord? Et je vais dire que l'idée, c'est qu'en fait, eh bien, on commence une idée I0. Alors, je commence l'idée, donc j'ai le premier stade, donc je commence une idée I0, d'accord? Et puis, peut-être si je réussis le premier stade, elle devient I1. Je passe le témoin probablement à quelqu'un d'autre, ça peut être moi-même ou quelqu'un d'autre, et lui va en faire I2 jusqu'à IK. Et là, c'est le dernier stade, et là, il va en faire quelque chose qui a une valeur V commercialisable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quand on poursuit une idée.
C'est ça la représentation que je donne. Alors évidemment, concrètement, les choses sont beaucoup plus compliquées parce qu'il y a du feedback des stades appliqués vers les stades fondamentaux. Il y a plein de choses que vous allez me dire, mais oui, mais vous simplifiez. Mais déjà, cette représentation va me donner beaucoup de choses. Voilà. D'accord ? Donc l'idée, c'est ça. Donc un produit économiquement viable, un nouveau médicament, commence avec une idée I0 construite par un chercheur qui mène à une idée I1, après une idée I2, jusqu'à une idée IK qui génère ensuite une valeur économique V. Pour chacun des stades 1, 2, 3, K, un chercheur travaille sur l'idée développée par le prédécesseur et essaye de la transformer dans l'idée suivante. Voilà, c'est une représentation très très simple. Donc, dans le milieu académique, alors maintenant, je vais effacer le tableau et vous allez voir, c'est très très simple l'idée. Voilà, ne vous embêtez pas avec l'algèbre. L'algèbre est minimale, mais c'est tellement simple. Mais c'est vrai que c'est simple une fois qu'on l'a, quoi. Parce que il fallait voir le truc quand même. Alors, donc, on démarre avec. On peut poursuivre de chaque ligne, vous voyez, chaque stade, I0, I2, IK, vous voyez, ça c'est le stade 1, ça c'est le stade 1, le stade 1, ça c'est le stade 2, ça c'est le stade K, et ça c'est le stade K plus 1, c'est le dernier stade. Hein. Le dernier, d'accord? Eh bien, chacun des stades peut être fait de deux manières différentes. On peut le faire à l'université. Alors, à l'université, qu'est-ce qui se passe? Si je peux le faire à l'université, eh bien, le chercheur est libre de poursuivre sa propre stratégie. Alors, on va supposer qu'il a le choix entre faire deux choses. Il peut poursuivre la stratégie qui fait progresser la ligne de recherche, ou bien il peut avoir envie de faire autre chose. Ça, c'est la liberté. La liberté, c'est que vous avez envie d'aller cueillir des fleurs et de regarder la fleur que vous cueillez, vous voyez, au lieu de... Voilà. Donc, donc, la stratégie réaliste, elle a une probabilité P de succès. Donc, si vous la poursuivez, vous avez une probabilité P d'arriver au stade suivant. Je pars de I0, je poursuis la stratégie réaliste, j'ai une probabilité P d'arriver à I1. D'accord? Mais je peux décider que je ne vais pas faire ça, et je vais faire autre chose, et à ce moment-là, je vais ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis plus la stratégie. Donc, en fait, et je vais supposer maintenant qu'on ne sait pas a priori si le chercheur a envie de suivre la stratégie ce que j'appelle la stratégie réaliste, ou la stratégie alternative. Donc, et on va supposer qu'il y a une probabilité alpha qu'il ait envie de faire la stratégie réaliste, d'accord? Mais en supposant qu'on ne peut pas écrire un contrat là-dessus, parce qu'on ne peut pas vérifier la stratégie de recherche. Et c'est là que notre ami Oliver Hart arrive. C'est là qu'on dit, ben voilà, c'est contrat incomplet. Je ne peux pas écrire un contrat contingent à la stratégie de recherche. Tout ce que je peux faire, c'est allouer les droits de contrôle ou au chercheur ou à l'entreprise pour dire ce qu'il fait. Si vous avez la liberté, c'est le chercheur qui choisit. Et à ce moment-là, eh bien, avec probabilité alpha, il va aller, mettons qu'il soit à I, et il doit aller peut-être à I plus 1. Donc avec probabilité alpha, il va aller dans cette direction-là. Et à ce moment-là, on sait qu'il a une probabilité P d'arriver à I plus 1. Mais avec une probabilité 1 moins alpha, il peut décider de faire un truc qui l'amuse. Vous voyez? Et à ce moment-là, il ne va pas faire avancer l'idée. Donc si j'ai un chercheur qui est libre, ben, je sais que j'ai une probabilité alpha P qu'il va réussir. Vous voyez? Alpha qu'il va poursuivre ce qu'il faut, et conditionnellement à poursuivre ce qu'il faut, P qu'il va réussir. Vous voyez? Donc voilà. Et donc ça, c'est ce qui va se passer. Donc en fait, ce que vous voulez, c'est que c'est ce qui se passe dans l'académique. Dans l'académique, il a une probabilité alpha P d'arriver de I1 à I plus 1. D'accord? Alors à ce moment-là, mais il ne coûte pas cher parce que vous pouvez l'employer à un salaire de réservation. Vous pouvez dire, voilà, je t'emploie au salaire qui te rendrait indifférent entre travailler et pas travailler. Je l'emploie à un salaire faible. D'accord? Donc voilà, ça c'est le truc académique. Donc si c'est dans le académique, c'est comme ça. Si ça c'est la recherche académique. Donc recherche académique, on a moins de chances d'arriver au stade suivant, mais ça ne coûte pas cher. Maintenant, si on fait la recherche privée, si on fait la recherche dans le secteur privé, alors à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, à ce moment-là, on peut obliger, vous voyez, les droits de contrôle appartiennent à l'entreprise, et l'entreprise peut vous obliger à ne pas suivre la ligne alternative. Donc la probabilité de passer, ça sera P. Et seulement, il faut compenser
il faut compenser pour le fait que vous n'avez pas la liberté. Et je suppose que Z, c'est le plaisir que j'ai de poursuivre la ligne alternative quand je choisis de la poursuivre. Et donc, vous devez payer R plus 1 moins alpha Z. 1 moins alpha, c'est la probabilité que vous préférez la ligne alternative. Et le Z, c'est le plaisir que vous auriez eu à la poursuivre. Donc, si j'emploie dans le secteur privé, je dois compenser pour, disons, la perte de plaisir espérée, hein, du fait que la personne n'est pas libre. Donc, vous voyez, là, vous avez une probabilité plus grande d'arriver là, mais vous avez un salaire. Le salaire dans le secteur privé, eh bien, c'est R plus 1 moins alpha Z. Et voilà, et le trade-off, il est là, c'est-à-dire que là, vous avez une probabilité plus faible de passer au stade suivant, mais ça coûte moins cher, et dans l'autre, eh bien, vous avez une probabilité plus grande, mais ça coûte plus cher, parce que vous obligez le type, il ne peut pas faire ce qu'il veut, d'accord? Et maintenant, je veux savoir, quand j'ai ces multistages, quels sont les stades que j'aimerais faire dans la recherche, que j'aimerais faire, disons, dans l'université, avec la liberté, et quelles sont les étapes de recherche que j'aimerais qu'ils soient faites, disons, dans le secteur public, dans le secteur privé, en obligeant les gens à faire ce que moi je veux qu'ils fassent, d'accord? Donc, quels sont les stades qui sont faits en recherche académique, quels sont les stades qui sont faits en recherche dans le secteur privé? Et alors là, maintenant, on va voir, l'analyse va être très très simple, c'est que vous regardez, eh bien, supposons que vous soyez le raisonnement est très simple. Supposons que vous soyez en IK, supposons que vous soyez là, d'accord? Et vous vous demandez si je dois faire le dernier stade en privé ou en public. Ben, si je fais le dernier stade en privé, ça me fait P fois V, puisque je sais qu'étant donné que je suis là, c'est la probabilité d'arriver là, c'est P, donc j'ai P fois V moins WR, qui est R plus 1 moins alpha Z. Ça, c'est le WP, vous voyez? Ça, c'est ce que ça rapporte de faire cette étape dans le secteur privé. Et vous comparez ça, est-ce que c'est plus grand que, eh bien, le bénéfice espéré de le faire dans le secteur académique? Alors, secteur académique, la probabilité sera plus petite, mais je ne paye que R, qui est le WA. Eh bien, ça, c'est plus grand que ça. Vous voyez, donc ça, c'est ce que j'appelais PK. Ça, c'est le profit si je fais ce stade dans le secteur privé. Et ça, c'est ce que j'appelais AK, c'est si je fais ce stade en académique. Et vous voyez que, eh bien, je préférais le faire en secteur privé si PV est plus grand que Z. Vous voyez, si PV est plus grand que Z, eh bien, vous voulez que le stade qui est là soit fait en académique. À ce moment-là, vous vous dites, bon, quelle est la valeur d'arrivée ici? La valeur d'arrivée ici, c'est le maximum. Vous voyez, la valeur d'arrivée ici, c'est ce que j'appelle pika. Pika, c'est l'arrivée là. Vous voyez, vous êtes maintenant au stade IK-1. Regardez, IK-1. Et vous voulez vous dire, ici, j'arrive à IK. Mais si j'arrive à IK, je sais que la valeur d'arrivée là, c'est le maximum de PK et de AK. C'est ça la valeur d'arrivée là. Et vous faites le même raisonnement à nouveau. Mais seulement, ce que vous avez là, c'est le maximum, puisque vous savez que à chaque fois, vous allez optimiser. Donc, vous vous dites, quand vous êtes au stade K-1, eh bien, vous vous dites, la valeur d'arrivée à K, c'est le max de AK-PK. Mais vous voyez que les deux sont plus petits que V. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, regardez. Donc là, je le fais là, parce que je l'ai mal fait ici. Je fais les stades. Là, j'ai IK-1, comme ça, j'ai plus de place. Et là, vous êtes ici maintenant. Et vous vous dites, est-ce que je vais faire ce stade-là en académique ou en privé? Mais vous dites, vous savez que la valeur d'arrivée là, c'est le maximum des profits que vous pouvez faire à partir d'ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous vous dites, bah, c'est le même raisonnement que je vais faire. Je vais dire, eh bien, si je vais, cette étape, je la fais dans le secteur privé, j'ai P fois le pK qui est là, hein, mais qui est plus petit que V, évidemment. Ça, c'est plus petit que V. J'ai P fois pK moins WP, et si je le fais dans l'académique, j'ai alpha P pK moins WA. Et à ce moment-là, vous allez refaire le même raisonnement, et vous direz, mais oui, P pK plus grand que Z, à ce moment-là, je le fais dans le privé. Mais vous voyez que c'est plus dur de satisfaire ça que de satisfaire le PV plus grand que Z, parce que le pK est plus petit que V. Vous comprenez? Vous discountez plus. Vous voyez? Plus vous êtes vers l'avant, plus vous êtes là, plus c'est aléatoire. Vous voyez, je veux dire, plus vous êtes loin du V. Vous voyez ce que je veux dire? Plus c'est du V qui n'est pas certain et où il faut retrancher des salaires. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, plus vous allez aller vers la gauche, plus c'est coûteux d'obliger les gens à ne pas faire ce qu'ils veulent. Vous comprenez? À un moment donné, ça va être optimal d'aller vers l'académique. Donc les stades très proches de la commercialisation, vous voulez être sûr que le type ne part pas dans le décor, parce qu'on est tout près de la commercialisation, ce serait trop bête, quoi. Je suis à Epsilon d'inventer le téléviseur, vous voyez, donc vraiment, j'ai pas envie que le type se mette à faire des équations sur le sexe des anges, je veux vraiment qu'il se focalise sur la télévision, mais plus je suis en amont de ça, plus, vous voyez, moins c'est important de sacrifier, vous voyez, de payer plus pour sacrifier la liberté du chercheur. Et donc cette théorie, vous voyez, c'est très très simple ça. C'est un raisonnement très simple, mais ça vous dit qu'en fait, eh bien, vous allez en avant, vous allez par là. Là, j'ai IT plus 1, je vais à II plus 1, II ici, et à mesure que je vais, ça devient de plus en plus dur de satisfaire la condition pour que ce soit dans le privé. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un endroit qui s'appelle I star, et là, tout ce qui vient avant, vous le faites, là vous êtes à I0, I1, jusqu'à I star, vous le faites en académique, et tout ce qui vient après, vous le faites en privé. Vous voyez, on peut montrer qu'il existe ce qu'on appelle en anglais un cut-off point, c'est-à-dire un point, un stade, tel que les stades avant, vous les faites dans l'académique, et les stades après, vous les faites dans le privé. Voilà. Et donc ça vous donne immédiatement que, évidemment, la recherche fondamentale, vous allez la faire en académique, et la recherche plus appliquée, vous allez la refaire, vous allez la faire parce que l'intuition est très forte. Qu'est-ce que vous perdez? En allant dans le privé, vous avez une plus grande probabilité de succès, mais parce que vous focalisez les gens, mais vous devez payer des compensations pour les pertes de contrôle. Eh bien, la valeur de focaliser est d'autant plus grande que vous êtes près de la commercialisation. Si vous êtes très loin de la commercialisation, la valeur la perte de ne pas focaliser n'est pas très grande, mais par contre, ça vous oblige à payer beaucoup de salaire, vous voyez, à chaque fois compenser pour les pertes de contrôle sur encore des segments très longs. Voilà, donc je ne veux pas vous embêter trop, mais c'est ça qui est important, c'est de comprendre que les stades antérieurs, on les fait en recherche fondamentale, et les stades ultérieurs, on les fait en recherche appliquée. Alors, je veux simplement dire la chose suivante. Je vais vous donner deux extensions très simples, et je vous le dis en mots, et après, comme ça, je peux ensuite aller aux prédictions, parce que j'ai compris que là, j'ai été un peu dur avec vous, je vous ai fait trop de maths, mais j'espère que vous avez compris l'intuition de ce choix entre la recherche privée et la recherche académique. Voilà, donc je vais simplement vous dire la chose suivante, c'est qu'il y a deux extensions, deux remarques, voilà, et ces remarques vont nous aider à faire de l'analyse empirique. Après, je ne vous embête plus du tout avec de la formalisation, je vais juste prendre de la craie là, je veux juste faire deux remarques. Donc la première remarque, c'est que en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que quand je choisis, vous voyez, je suis là à I, et je passe à I plus 1. Donc si je fais la stratégie réaliste, pratique, on appelle ça practical strategy, la stratégie pratique, j'ai cette probabilité P, mais je peux décider de partir ailleurs. Mais partir ailleurs, je vous ai dit, c'était comme faire de la recherche inutile. Mais en fait, des fois, ce n'est pas de la recherche inutile, c'est de la recherche qui crée de nouvelles lignes. Vous voyez ce que je veux dire? Typiquement, ce que vous faites quand vous allez ailleurs, c'est que vous initiez une nouvelle ligne de recherche qui peut-être sera commencée en académique, mais qui peut-être ensuite sera commercialisable elle-même. C'est ça que vous faites. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que maintenant, eh bien, et évidemment, plus vous allez vers le privé, moins vous avez de chances de démarrer de nouvelles lignes. Vous comprenez ça? Si vous faites la recherche en académique, vous avez plus de chances de diversité. Si vous faites la recherche privée, appropriable et focused, eh bien, vous irez plus vite pour poursuivre la ligne courante, mais vous avez moins de chances d'avoir de la diversité. Vous voyez ce que je veux dire? De générer des nouvelles lignes. Vous comprenez? Donc, vous avez tout de suite cette idée que si vous faites une transition trop rapide vers la recherche appliquée, eh bien, ça va vous réduire la diversité de ce que vous faites. D'accord? Parce que vous n'aurez plus la possibilité de faire ces branchements où vous pouvez démarrer des nouvelles lignes. D'accord?
Et donc, ça veut dire que si je réduis la propriabilité, si je donne plus d'ouverture, eh bien, je laisse la possibilité, vous voyez, plus je réduis la propriabilité ou j'ouvre l'ouverture, je laisse la possibilité de plus de diversité dans les lignes de recherche. Vous voyez, ça c'est une idée importante. Donc la prédiction, c'est qu'une fois que la propriété d'une idée passe dans le secteur privé, elle ne produit pas autant d'idées utiles pour la prochaine génération qu'elle aurait produit dans le milieu académique. C'est-à-dire qu'on aura plus de chances d'avancer dans la même idée, mais on aura moins de chances de produire de nouvelles idées. Voilà, ça c'est une chose importante, d'accord ? Donc c'est la diversité, vous voyez, de ce qu'on produit. Ça, c'est la première remarque. C'est sur la diversité, d'accord? La recherche fondamentale, ça aide à la diversité. Voilà, la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, tout ce qui encourage la recherche fondamentale produit de la diversité. Ça vous donne de la diversité des lignes de recherche. Diversité des lignes de recherche, voilà. D'accord? Ça, c'est très important. Voilà, ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée que je veux parler, c'est openness, c'est l'ouverture, c'est openness dans la recherche fondamentale. Voilà, ça c'est très important. Et ça, je veux simplement vous l'expliquer, ça c'est une idée importante. C'est que dans la recherche fondamentale, eh bien, il y a une caractéristique importante qui est que, eh bien, on peut communiquer. Parce que par exemple, typiquement ce qui va se passer, c'est que, regardez, dans les processus de recherche, moi, il se peut que j'aille de I0 à I1. D'accord? Mais il se peut peut-être que je préfère le truc alternatif. Mais maintenant, il se peut que, avec le truc alternatif, je démarre un truc nouveau. Et il se peut qu'à I1, eh bien, j'ai plus envie de continuer sur cette ligne. J'aimerais continuer sur la ligne alternative de Monsieur I1. Vous comprenez? Il se peut que, par exemple, j'ai Simon et moi. Simon, hello. Simon, voilà. Parce que j'ai perdu un peu François-Xavier, là. Oui. Donc Simon, il se peut que Simon démarre sur une idée et moi sur une autre en parallèle. Mais aucun de nous ne voulons poursuivre l'idée que nous avons démarrée. Eh bien, on ne veut pas, ou peut-être on ne peut pas. Eh bien, à ce moment-là, l'ouverture, c'est-à-dire l'accès libre, c'est très important parce qu'à ce moment-là, il se peut que Simon veuille continuer sur la ligne que moi j'avais commencée et que moi je veuille continuer sur la ligne qu'il avait commencée. Et ça rend aussi beaucoup plus facile, de toute manière générale, à Monsieur I1 de comprendre ce qu'a fait Monsieur I0, vous voyez ce que je veux dire, et de continuer. Vous voyez, ça vous réduit le coût à l'accès d'une idée et la liberté de continuer sur autre chose où on se sent plus à l'aise. Et souvent, les gens s'échangent des idées. Moi, j'ai des fois démarré des lignes de recherche qui ont été poursuivies par quelqu'un et j'ai repris ensuite ce qu'il avait fait. Et là, d'un coup, ça m'a inspiré, j'ai pu reprendre. Peut-être que moi, de moi-même, je n'aurais pas pu poursuivre cette idée. J'ai pu la poursuivre quand quelqu'un d'autre l'avait démarrée. Ça, c'est ce que la openness permet. Comme la recherche privée réduit la openness, elle ne permet pas de faire ça. Mais ça aussi, ça aide à la diversité des idées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait beaucoup d'idées qui soient non seulement démarrées, mais également poursuivies et menées à leur terme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, d'abord, la recherche fondamentale, c'est qu'il y a une diversité des lignes de recherche démarrées, et en même temps, la openness dans la recherche fondamentale, c'est qu'il y a une diversité des lignes de recherche poursuivies et menées à leur terme. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui est très intéressant, c'est que, en fait, le fait qu'il y ait à la fois la liberté et la openness, ça contribue à une plus grande diversité des lignes poursuivies, d'accord? La liberté vous permet d'en démarrer davantage, et la openness vous permet d'en poursuivre davantage, et d'en mener davantage à leur terme. Et c'est cette combinaison qui explique que la recherche fondamentale donne la diversité, vous voyez, c'est très important. Voilà, ça c'est ce que je voulais expliquer un petit peu, voilà, un peu la théorie, voilà. C'est des idées qui paraissent simples et qui sont simples en fait à l'arrivée. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus que la propriabilité et les incitations, c'est vraiment qui contrôle l'agenda de recherche. Alors je voulais juste dire une troisième remarque. Une troisième remarque, c'est que là, il y a des firmes hybrides. Donc troisième remarque, c'est les entreprises hybrides, les firmes hybrides. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que ici, j'ai supposé que ou bien vous faisiez la recherche entièrement avec la liberté totale, ou que vous faisiez la recherche sans liberté du tout. Mais vous savez que Google, par exemple, autorise, ou Amazon, je ne sais plus, ou les deux, je ne sais plus lequel, autorise leurs chercheurs à, en partie, avoir de la liberté.
Et donc, c'est hybride. Et en fait, on peut montrer que si on autorise des structures hybrides, eh bien, c'est optimal que les lignes tout au début soient complètement universitaires. Les lignes au milieu soient... Alors, donc, vous auriez une partition en 3 au lieu d'une partition en 2. Tout au début, c'est l'université. C'est, disons, ce que j'appelle total freedom and openness. Ici, c'est totalement privé. Et là, au milieu, c'est hybride. C'est-à-dire les stades, par exemple, vous avez Google qui permet à ces chercheurs eh bien, de passer un certain temps pour eux-mêmes et puis un certain temps pour la boîte, quoi. Et donc, on peut rationaliser aussi les structures de contrôle hybrides. Voilà. Donc, je voulais simplement vous donner un peu cette typologie. Voilà, vous avez été d'un courage extraordinaire. C'est tout ce qu'il y aura comme maths maintenant. Il y a plus, je passe maintenant à un schéma, je ne sais, j'ai aucune idée, il faut que je regarde maintenant l'heure, parce que l'heure ne marche pas aujourd'hui sur la montre, et il est 35, donc maintenant je passe à la deuxième, Vous avez été d'un courage, d'une patience avec moi, je vous suis infiniment reconnaissant. Et maintenant, on va commencer à faire des choses amusantes, hein. Là, vous avez sué, hein, mais maintenant, on va récolter. Voilà, c'est toujours comme ça, hein. Alors, vous avez l'impression que je parle comme un candidat aux élections présidentielles, là. Oui. Ça va être difficile, etc. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, alors maintenant, il faut que je retrouve mon... je l'ai dans la main, c'est pour ça que je ne le trouvais pas, oui, évidemment. Voilà. Alors, je vais maintenant parler... Alors là, je vais faire des slides en anglais, mais elles ne vont pas être toutes en anglais, hein. Après, je repasse au français. Ça va un peu, mais je vous le dis en français, c'est pas grave. Et tout sera traduit de toute manière, hein. Vous aurez tout ça en français. Mais il y a des fois que bon là, on est un peu pris par le temps. Alors ça, c'est un papier qui est empirique, basé sur cette théorie. D'accord? Ça a été ma première tentative de tester empiriquement cette théorie. D'accord? Et ça s'appelle Of Mice and Academics. Vous connaissez le roman des souris et des hommes? Et ben voilà, donc le titre c'est Des souris et des universitaires. Voilà. Et donc l'idée c'est d'analyser, c'est de voir si on peut avoir, là je vous ai dit que davantage d'ouverture, de openness, eh bien ça vous donne beaucoup plus de diversité dans les lignes de recherche poursuivies. On veut tester cette prédiction, d'accord, sur des données et avoir une méthodologie pour le tester. Alors là je vais vous donner plusieurs papiers qui sont autour de cette idée-là. Et donc je vais vous donner des expériences. Alors, c'est assez amusant parce que, en fait, c'est Fiona Murray. Fiona Murray, elle a reçu une distinction de la reine d'Angleterre, c'était très impressionnant, hein. Et voilà, toujours le même de Watripon. Scott Stern, c'était un collègue qui était à MIT Sloan, et Julian est un étudiant qui maintenant est prof. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, j'ai été dans le Maine. Et dans le Maine, je vais un peu effacer... et dans le Maine, il y a un endroit qui s'appelle, je ne trouve plus maintenant, voilà, il y a un endroit qui s'appelle le Jackson Lab. C'est très amusant. C'est là que j'ai découvert les souris, mais alors j'ai failli tomber dans les pommes parce que j'étais dans la salle où il y avait je ne sais pas combien de milliers de souris, et au bout d'une minute, j'ai tourné de l'œil. Alors voilà. Donc c'est là que j'ai su que je ne serais jamais biologiste, hein. Si je ne peux pas supporter les souris, alors c'est pas possible. Ça s'appelle le Jackson Lab. Et c'est à Bar Harbor. Bar Harbor. Ah non, c'est pas Bar Harbor. C'est Bar Harbor. Je crois que c'est Bar Harbor. Bar Harbor. Et c'est près de Bangor. C'est pas Bar Harbor, je confonds. C'est pas. C'est Bar Harbor, je confonds avec le Michigan, moi, maintenant. Hein, c'est Bar Harbor? C'est ça? Ah ben, vous connaissez bien. Donc voilà, le Jackson Lab. Alors c'est une institution très intéressante, parce qu'en fait, ils stockent des souris génétiquement modifiées. Et les gens peuvent analyser. On a inséré des gènes dans ces souris pour les modifier, vous voyez. Et il y a des articles de recherche qui ont été faits là-dessus. Et si vous avez accès aux souris et aux papiers écrits sur ces souris, ou vous pouvez faire des papiers avec ces souris, ça vous permet de faire plein de recherches à partir de ça. Et le fait est que l'accès était restreint. C'était Dupont qui s'appropriait ces souris, et à un moment donné, on a obligé Dupont à rendre l'accès libre. Et c'est ça l'expérience naturelle qu'on explore pour tester l'idée que openness, ça vous donne de la diversité. Voilà. Donc on a exploré cette expérience naturelle. Alors, la question générale, c'est toujours celle dont j'ai parlé ici. Est-ce qu'on a besoin des universitaires? La réponse, évidemment, oui, évidemment. Hein. Le but, c'est d'expliquer que je suis très important, très utile à la société.
Qu'est-ce qui distingue la recherche académique de la recherche industrielle? Donc là, on a un petit peu parlé. Et est-ce qu'il y a des inconvénients au brevet? Moi, je suis assez partisan des brevets, mais effectivement, je ne suis pas pour breveter des théorèmes, par exemple. Et la recherche fondamentale, ce n'est pas forcément quelque chose que vous voulez breveter. Et c'est ces questions qui sont très générales, évidemment. Et donc, la question plus particulièrement, je veux savoir, est-ce que la openness, c'est bon ou mauvais pour le basic research? Vous pourriez dire la openness, vous voyez, si par exemple j'avais l'idée de la propriabilité, vous voyez, on va y arriver, mais si j'avais juste l'idée de la propriabilité, je me dirais openness, c'est pas bon, parce que ça, c'est la recherche fondamentale, et ça, c'est la recherche appliquée. Eh bien, s'il y avait trop de openness, peut-être que ce type-là se ferait exproprier par ce type-là, et du coup, ce type-là aurait moins d'incitation à démarrer des nouvelles lignes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il peut peut-être y avoir une vue qui serait de dire davantage de openness, c'est mauvais pour la diversité, c'est mauvais pour la recherche. C'est une vision si on avait une vision du monde à travers la vision de appropriability, qui était la vision que Ken Arrow avait, et Ken Arrow est quelqu'un que j'admire énormément, mais et d'autres, Nelson ou d'autres, eh bien, si on avait cette vision-là uniquement, on dirait, eh bien, si je mets plus de openness, je décourage la recherche, en fait, et je réduis la diversité. Et on va voir que c'est faux. Et on va voir que l'approche contrôle, elle rend compte. Vous voyez, toujours il y a l'idée qu'il y a plusieurs approches, elles ont chacune des implications, vous pouvez aller les tester, et ensuite vous décidez si c'est l'une ou si c'est l'autre, vous voyez, d'accord? Donc, donc la question, est-ce que la openness, ça aide ou au contraire, ça entrave la recherche de base? Est-ce que ça réduit ou ça diminue la quantité de recherche et la diversité de la recherche? Voilà, c'est ça les questions que nous allons nous poser. Alors, je vais contraster la vision de la propriabilité et la vision des droits de contrôle. Là, je répète simplement ce que j'ai dit là, il y a une minute. Si j'avais la vision que c'est purement un problème d'appropriabilité et que ce n'est pas un problème de contrôle, et supposons qu'il y ait deux stades de recherche, basic et applied, hein. Ici j'avais dit fondamental et applied, basic, applied, hein, basic en anglais, hein. Basic research ils disent, hein, et applied research, ok, supposons qu'il y ait deux stades de recherche, d'accord? Eh bien, la recherche ne donne un payoff que si on complète le stade appliqué. Eh bien, le problème, c'est ce que j'avais dit, c'est que le chercheur appliqué peut en fait exproprier le chercheur de base, à moins qu'il y ait un système de brevet. Et donc, la prédiction là, ça serait que si je ne mets pas de brevet pour protéger le stade fondamental, eh bien, j'aurai moins d'incitation à démarrer le stade fondamental, et donc l'innovation sera découragée. Donc, il faut absolument des brevets. Si vous êtes dans un monde comme ça, il faut absolument les brevets dès le début pour arriver à quelque chose. D'accord? Et la openness est mauvaise. La vision du contrôle, c'est qu'au contraire, c'est ce que je disais tout à l'heure, la openness a un rôle très important parce que ça aide à matcher, vous voyez, à matcher, à faire se rencontrer, à faire coïncider les chercheurs et les idées. Je démarre une idée, mais peut-être que je ne suis pas capable de la poursuivre, mais Simon ou François-Xavier, ils sauront poursuivre les idées que j'ai démarrées. Et donc, en fait, la openness, ça augmente le matching, comme on dit en anglais, hein, la rencontre entre les idées et les chercheurs, et du coup, ça augmente la possibilité de démarrer des nouvelles lignes, et donc ça augmente la quantité de recherche, et donc ça augmente également la diversité. Et vous voyez que la vision contrôle et la vision appropriabilité, elles ont des implications opposées sur ce que serait l'effet de la openness, sur la quantité de recherche et sur la diversité de la recherche. Et ce que je veux savoir, c'est, dans la réalité, qu'est-ce qu'il en est? Et on va voir que c'est la vision contrôle qui est validée, d'accord? Donc, voilà. Si je crois dans la openness, eh bien, augmenter la openness, ça va augmenter les publications et ça va augmenter la diversité des chercheurs, puisqu'il y aura beaucoup plus de chercheurs qui seront intéressés par poursuivre des idées de recherche, puisqu'il y aura beaucoup plus d'accès à des idées que je peux améliorer. Et puis, ça augmentera aussi la diversité des nouvelles lignes de recherche qui sont poursuivies et menées à bien. Voilà, et c'est d'une idée très opposée à celle qu'on a si on a une vision purement en termes d'appropriability, d'accord? Alors maintenant, on arrive là. Vous voyez, ça devient plus rigolo, là. Je vous montre des souris, là. Hein? Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu, ça fait longtemps, depuis plus d'un siècle, que les souris eh bien, sont utilisées pour analyser hein, dans les sciences naturelles. Quoi. Et beaucoup de souris avant, on observait chez elles des mutations naturelles chez les souris. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on faisait, c'est que pendant longtemps, on a pris des souris et on regardait des mutations naturelles chez elles. Mais la révolution d'il y a 20 ans, vous voyez, c'est rien 20 ans, il y a 20 ans, il y a eu une révolution génétique
c'est qu'on pouvait, à ce moment-là, ce qu'on appelle engineered. Comment je pourrais dire en français engineered? Engineered. Manipuler. Je peux manipuler les souris. Voilà, je peux manipuler et je peux insérer un gène particulier ou bien ou l'enlever pour imiter une maladie, par exemple cancer, diabète, vous voyez. Et donc, il y a eu plus de 13 000 études sur des souris. Donc, et ce qu'on fait en général, c'est qu'on manipule une souris et puis on regarde ce qui se passe et on l'écrit sur un papier et ça fait un couple souris-papier. Vous voyez, souris-article, vous voyez. Et il y en a eu plein, plus de 13 000, etc. D'accord? Mais évidemment, pour pouvoir faire ça, après, il faut pouvoir accéder. Donc le problème, c'est d'accéder à ces souris papier. Et puis l'autre chose aussi, il y a deux choses dans la openness. C'est que vous pouvez être restreint dans l'accès simplement. Il peut y avoir simplement Dupont qui dit pas question d'accéder même à la souris. Vous n'allez ni voir le papier ni la souris, quoi. Voilà. Donc vous ne pouvez rien faire. Mais l'autre chose, c'est de dire vous pouvez y accéder, vous pouvez faire de la recherche, mais au moment où vous voudrez vous commercialiser, on va à ce moment-là venir vous embêter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il se peut que oui, il se peut que non. Donc on vous autorise à faire de la recherche, mais maintenant, quand vous voudrez gagner de l'argent, alors là, on revient et on dit on va renégocier tout ça. D'accord? Et on va voir qu'il y a les deux cas, en fait. Il y a des souris qui étaient même, on ne pouvait même pas accéder, et tout d'un coup on a pu accéder. Et puis il y avait des souris où on pouvait accéder, mais il n'y avait pas une vraie liberté de poursuivre la recherche et de la commercialiser comme on voulait. Voilà. Et là, il y a les deux types. Il y a la Oncomouse. Donc la Oncomouse, c'était celle où on pouvait faire de la recherche, mais on ne pouvait pas commercialiser librement la recherche corollaire de celle qui avait donné lieu, de celle qui avait été mise dans le truc initial. Et le Crelox, c'est le cas où on ne pouvait même pas accéder à la souris papier et qu'il fallait payer un coût même pour pouvoir accéder à l'article de recherche écrit sur la souris initialement. Voilà, les deux c'était Dupont, d'accord? Et donc qui contrôlait les deux, mais vous voyez, pas de la même manière. Et donc l'expérience naturelle, c'est qu'à un moment donné, il y a un Memory of Understanding, il y a un mémoire, il y a un accord entre Dupont, NIH, qui est le National Institute of Health, dont j'ai parlé plus tôt, et le Jackson Lab. Et l'idée, c'était de dire non seulement vous allez être obligé de donner accès à tout le monde aux souris, mais deuxièmement, l'accès se fera par le Jackson Lab. Et donc nous, on est allés au Jackson Lab et ils nous ont expliqué exactement, ils nous ont fait lire le Memory of Understanding, le MOU, hein, l'accord, et on a vu exactement les termes de l'accord. Voilà. Donc c'est ça que nous explorons. Donc je vous ai dit déjà la différence, les oncomice, elles étaient informellement disponibles pour de la recherche, mais les utiliser pour des buts plus appliqués, eh bien, pouvaient vous entraîner des problèmes avec Dupont. Tandis que le Crelox, c'était même pas accessible, sauf si vous payiez de l'argent dès le départ. Vous voyez, c'était des degrés divers de non-openness. Voilà. Et donc, je vais maintenant décrire deux expériences naturelles qui impliquent les oncomouse et les Crelox mouse. Donc, il y a ce que j'appelle le choc Crelox. Le choc Crelox, c'est qu'en 1998, eh bien, Dupont doit signer un accord avec le Jackson Lab, JAX c'est le Jackson Lab, et le National Institute of Health, qui autorise le Jackson Lab à distribuer les Crelox mice avec juste une licence gratuite, quoi, essentiellement. Donc avant 1998, eh bien, il fallait payer très cher pour avoir accès à une mice Crelox, et après 1998, c'est gratos, d'accord, c'est gratuit. Voilà. Ça, c'est l'expérience, et on va regarder eh bien, l'impact que ça a sur les publications ultérieures et les citations ultérieures et les caractéristiques des publications ultérieures. Parce que nous allons avoir des données pas seulement sur la quantité de publications, mais également sur la nature des publications. Donc on pourra savoir est-ce qu'elles sont très diverses ou pas diverses, et on pourra savoir est-ce qu'elles sont appliquées ou très fondamentales. Et c'est tout ça qu'on a comme information. D'accord ? Et le deuxième choc, c'est le onco. Donc, le oncomice était développé à Harvard en 1984 par Leder et Stewart, qui mettaient un oncogène pour rendre une souris plus vulnérable au cancer. Voilà. Et en fait, mais le brevet était un peu ambigu. Mais ça parce qu'on ne savait pas, est-ce que c'était toutes les souris qui avaient un oncogène ou celles juste pour le cancer. Voilà. Mais il y a eu ce choc en 1999, donc une année après le Crelox, il y a un mémoire entre Dupont, toujours Jackson Lab et le NIH,
qui oblige à rendre, à travers à nouveau le Jackson Lab, totalement accessible les oncomice, d'accord? Mais le oncomice était quand même moins fermé avant que le Krilox mice. Donc l'idée, normalement, c'est de dire, dans chaque cas, vous devriez avoir une augmentation des publications et de la diversité, mais encore plus dans le cas des Krilox que dans le cas du onco. Et dans le cas des Krilox, ça devrait être un effet immédiat. Dans le fait des oncos, ça devrait être un effet plus long terme, parce que dans le fait des oncos, à court terme, on avait toujours déjà accès. C'était à plus long terme que ça faisait une différence. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'effectivement, eh bien, après l'accord, il y a une augmentation dans le taux, dans le nombre de publications et dans les citations. Voilà. Alors, je vais simplement vous montrer les tableaux. Donc, on a les données. Donc, les données, on a les données sur toutes les genetic mice. On connaît les publications sur les articles correspondants. Donc on sait le nombre de Krilox. Donc on regarde toutes vous voyez, les mouse articles publiés entre 83 et 98, qui est donc avant la openness, et on regarde comment ça a affecté les publications ultérieures et les citations aux publications ultérieures. Donc on a les Krilox, on a les oncos, et on a d'autres mice qui, elles, sont spontanées, qui, elles, sont pas du tout, qui, elles, étaient toujours ouvertes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on compare à la fois celles qui n'étaient pas ouvertes et celles qui étaient déjà ouvertes avant, et puis on compare les Krilox à celles qui étaient ouvertes avant, et on compare les oncos à celles qui étaient ouvertes avant. Et ce qu'on va regarder, eh bien, on va regarder les citations des articles, les citations aux articles voyez, initiaux des mouse, à partir du moment où on rend public, où on rend ouvert l'accès. Et voilà, on a un nombre énorme de citations, 432 000, voilà. Et pour chaque citation, on connaît si l'auteur, donc on peut savoir si c'est un auteur récent ou pas récent. Donc on regarde, vous savez, en général en biologie, c'est le dernier qui signe qui est l'auteur principal. Et on essaie de savoir est-ce que c'est qu'un type qui est auteur pour la première fois ou quelqu'un qui était déjà auteur avant. Et on va voir que ça donne énormément de possibilités à des nouveaux. Ça augmente la destruction créatrice, vous voyez, d'avoir de la openness. Ça va permettre à des nouveaux d'arriver. On peut regarder les institutions auxquelles ils appartiennent. Est-ce que c'est des institutions qui avant avaient participé ou pas? D'accord? Et puis on peut regarder les mots. On peut savoir si l'article est... Vous voyez comment on sait si un article est très novateur ou pas? On peut regarder par exemple les mots qu'il y a dans l'article. Et on peut savoir si c'est des mots qu'on avait avant ou pas. Et ça donne un indice de nouveauté de l'article. Et on peut regarder aussi si c'est un journal qui était où on publiait avant ou pas, et si c'est basic ou applied, vous voyez. Et dans les mots, ça vous donne la diversité aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on est plus divers par rapport à avant? Est-ce qu'on fait des choses plus différentes d'avant? Et ça, vous pouvez le faire en codifiant les mots. Donc c'est très intéressant parce que vous pouvez, à partir des articles, en codifiant les mots, en regardant les auteurs, en regardant les journaux, etc., vous pouvez classifier. Ce n'est pas juste la quantité de publications et de citations, c'est la nature des publications et des citations qui va changer. Donc là, je vous montre seulement quelques tableaux et voilà qu'est-ce qui se passe. Donc on regarde donc ça c'est le Krilox et le onco. Donc d'abord on met ensemble, on met les deux chocs ensemble. Et qu'est-ce qu'on regarde? On voit que d'abord, eh bien, les citations augmentent énormément. C'est-à-dire à partir du moment où il y a la openness, eh bien, beaucoup plus de gens vont citer l'article initial. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est normal, hein, c'est pas une grande découverte ça. À partir du moment où mais c'est intéressant que c'est un peu plus vrai pour le Krilox que pour le onco. Donc les deux, les citations augmentent. Et on voit que l'effet est à la fois à court terme et à long terme. C'est-à-dire que pas seulement vous générez des articles à court terme, mais c'est des articles, ça va générer aussi des lignes de recherche. Donc c'est ça qui est intéressant. Vous générez des nouvelles lignes de recherche. Donc les citations augmentent pas seulement à court terme, mais elles augmentent aussi à long terme. Voilà, ça c'est très intéressant. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est est-ce que c'est des nouveaux chercheurs ou des chercheurs déjà là? Donc je vais regarder, est-ce que c'est des chercheurs que j'avais déjà vus avant ou pas? Et on voit que en fait, eh bien, les chocs Krilox et onco augmentent les citations qui impliquent des nouveaux auteurs qu'on n'avait jamais vus avant. Vous voyez? Alors que les auteurs existants, ça n'augmente pas de manière significative. Et si maintenant on essaye de regarder à court terme et à long terme, ça augmente les citations de tout le monde. Mais à court terme, c'est surtout les nouveaux auteurs. Vous voyez, donc c'est intéressant. Il y a l'idée que vous aidez des nouveaux à arriver. C'est ça, vous voyez, l'ouverture, ça aide des nouveaux auteurs, des scientifiques qui n'étaient pas là avant, des étudiants qui deviennent professeurs, des nouveaux, quoi, à arriver et à participer à cette recherche.
C'est intéressant. Ensuite, c'est les lignes de recherche. Donc ça vous donne un peu l'idée de l'ouverture qui vous donne, moi je peux passer le témoin à Simon ou à François-Xavier. Peut-être que s'il n'y avait pas eu l'openness, il n'aurait pas pu reprendre le témoin, et maintenant il peut prendre le témoin. Et voilà, comme ça, Simon est démarré, et après c'est peut-être de lui que je vais apprendre plus tard, etc. Maintenant, c'est la diversité des lignes de recherche. Je vous ai dit tout à l'heure que la openness permettait d'augmenter la diversité des lignes poursuivies. Hein, puisque Simon, moi je pouvais démarrer une ligne, et puis peut-être que si moi je ne veux pas la continuer, mais que Simon la poursuive, que celui que lui il a démarré, lui il ne peut peut-être pas la poursuivre, mais moi je peux la poursuivre. Et la openness permet d'améliorer le matching et du coup d'augmenter la diversité des lignes de recherche poursuivies. Eh bien, on voit que comment on mesure les nouvelles lignes, est-ce qu'il y a des keywords? Je vous avais dit que c'est les mots. Est-ce que dans les nouveaux papiers, on trouve des mots qu'on ne trouvait pas? Vous savez, dans les papiers, vous devez toujours mettre les keywords. Vous savez, on vous donne toujours dans un article de recherche, on vous demande dans quel sous-domaine de votre discipline c'est, ça c'est en économie, c'est Journal of Economic Literature, Numbers, et on vous demande de dire les mots-clés de votre papier. Et on essaie de voir si les mots-clés changent ou pas. Et vous voyez que ce qui est très intéressant, c'est que c'est surtout les citations nouvelles avec des nouveaux keywords, tandis que les old keywords, ça n'augmente pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est des nouvelles lignes qui sont démarrées. C'est pas juste plus de lignes, c'est des nouvelles lignes de recherche qui sont démarrées. Voilà. Et alors l'autre, c'est les journaux. Et on voit que c'est beaucoup, que ça augmente à la fois les citations dans les journaux existants et dans les nouveaux journaux, mais un petit peu plus dans les nouveaux journaux. Donc ça veut dire qu'on va avoir des jeunes qui vont faire d'autres choses et qui vont être également cités dans des nouveaux journaux qui n'existaient pas avant. Voilà. Ça, c'est quand même très intéressant. Donc ça c'est la dernière chose. Et alors là, c'est simplement, on dit, ça pourrait être simplement parce que les articles qui étaient bons devaient sortir de toute manière. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que les Krelocks, finalement, ils étaient déjà bons. Ils seraient venus de toute façon quelque part. Et donc on contrôle pour le trend, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, eh bien on contrôle pour le contrefactual, quoi, de dire qu'est-ce qui se serait passé sinon. Et on voit qu'en prenant en compte le contrefactual, on voit quand même un effet du choc, c'est-à-dire que le choc fait vraiment une différence. C'est pas seulement de la sélection, c'est pas simplement qu'on sélectionne les articles qui devaient de toute manière bien faire, c'est que le choc lui-même permet une diversité et nombre de lignes de recherche. Voilà. Et donc ça c'est la conclusion, c'est que eh bien, quand vous avez un choc d'ouverture, un openness shock, que ce soit vous allez augmenter la quantité de recherche qui est faite, le nombre de publications, mais également la diversité des publications et la nouveauté, la novelty des publications et des auteurs. Voilà. Et alors, il y a une chose intéressante pour le Krelocks versus Onco, c'est que Onco les fait plus à long terme, alors que le Krelocks les fait également plus à court terme. Ce qui est normal, puisque le Krelocks, c'est déjà l'accès était barré dès le début. Mais on rend passible et l'accès et la commercialisation. L'Onco, il y avait l'accès au début, mais c'était la commercialisation qui était incertaine et qui était rendue certaine par le choc. Et on voit exactement que ça va dans la direction que l'on donne, quoi. Voilà. Et c'est intéressant ça parce que souvent, moi j'étais souvent pour les brevets. Je vous ai beaucoup embêté avec les brevets pendant ce cours, mais vous voyez qu'il y a des limites aux brevets. Et vous voyez que pour les stades très fondamentaux de la recherche, ce n'est pas toujours une bonne idée de tout breveter parce que à ce moment-là, vous obligez à faire des marchandages incessants, vous voyez, entre les chercheurs dans les stades initiaux de la recherche et les chercheurs dans les stades plus avancés de la ligne de recherche. Et donc, vous ralentissez le rythme de la recherche et vous réduisez la diversité de la recherche. Voilà. C'est donc voilà ce que je voulais un petit peu dire voilà, pour vous dire un peu recherche fondamentale, recherche appliquée. Il est quelle heure maintenant? Il est 58. On se donne 5 minutes et on reprend.